Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 aura lieu là seulement après l'annonce de l'élargissement des BRICS, annoncé lors du sommet de ces derniers en Afrique du Sud. C'était en jour. Bonjour. Merci d'être avec nous et depuis New Delhi, nous avons avec nous notre correspondant Alban Alvarez. Priorité aujourd'hui. Eh bien, elles sont vastes, ces priorités. Comme vous l'avez dit, la présidence indienne a débuté donc, au mois de décembre dernier. Il y a donc eu, depuis plusieurs mois, des dizaines de réunions à travers le pays auxquelles ont participé les différentes délégations des pays membres du G20. Ces mini-sommets, en fait, qui sont des réunions préparatoires tournées autour de thématiques comme l'agriculture, la lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme, l'accès à l'éducation, au développement, mais assez rapidement, en fait, l'Inde a voulu mettre en avant certaines thématiques comme la réforme des institutions internationales et notamment de la Banque mondiale, notamment sur la question de leur endettement. Narendra Modi, le Premier ministre indien, a notamment fait de son cheval de bataille la question du financement par les pays du Nord de la transition écologique des pays du Sud. La question climatique sera d'ailleurs au cœur des débats. Les pays du G20, il faut le rappeler, représentent 80% des émissions de CO2 sur la planète. Mais les dernières réunions préparatoires sur ce sujet se sont soldées par deux échecs, notamment l'absence en fait d'accord sur un... Quoi ça sert? Pourquoi? Alors, c'est une structure informelle, il n'y a pas de secrétariat permanent. Il n'y a pas d'organisation, mais il y a des sommets. L'Afrique du Sud s'est rajoutée après, donc c'était les BRICS qui sont devenus les BRICS. C'est l'invention d'un journaliste, d'ailleurs, ce sigle. Et donc, 6 pays vont prochainement rejoindre. Ce sont des pays qui, en fait, n'ont pas grand-chose en commun sur le plan économique, ne sont pas du tout intégrés. Ce qu'ils ont en commun, pour comprendre tout ça, c'est un peu la théorie des ensembles. L'Inde appartient à beaucoup d'organisations et ce qui est important pour elle, c'est de multiplier ses appartenances en étant toujours autant que possible au centre, à l'intersection de ces ensembles. Là, les BRICS, c'était très important pour elle. Depuis que le dernier sommet a élargi ou a promis d'élargir l'organisation et a montré que la Chine contrôlait beaucoup plus que l'Inde le système, Alors, pour les BRICS, justement, parce qu'on le voit clairement avec la guerre en Ukraine, cela a divisé l'échiquier mondial géostratégique. Il y a d'abord cette guerre, bien évidemment. Il y a aussi toute la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et on voit un Vladimir Poutine qui est de plus en plus isolé sur le... Par des discours plutôt critiques, voire hostiles à l'Occident. Il reprochait notamment aux pays membres du G7 par leur insistance à avoir un paragraphe sur la guerre en Ukraine, de bloquer toute avancée l'ensemble de ces organisations. Et donc, le discours indien aujourd'hui est beaucoup plus centriste, en quelque sorte, que ce qu'il n'était au début de l'année. Alors, Alban, jusqu'ici, il n'y avait qu'un seul pays africain, l'Afrique du Sud, qui est actuellement membre du G20. Le Premier ministre indien, justement, Modi, a invité l'Union africaine comme bloc à intégrer le club fermé des grandes puissances mondiales, le G20, veut aujourd'hui rivaliser avec la Chine, entre autres, sur le continent africain. C'est un peu ça la vision indienne, en tout cas? C'est difficile de dire si l'ambition du G20 et de tous ces pays est de rivaliser avec la Chine et la Russie, notamment en Afrique. En revanche, l'idée d'inviter l'Union africaine à ce sommet à New Delhi et l'idée d'intégrer à terme en fait au G20 l'Union montrée favorable à l'intégration de l'Union africaine dans ce club, on va dire, essentiellement dominé par les puissances occidentales, mais Narendra Modi est vraiment celui qui se fait le plus entendre en français. Et en réalité, si quelqu'un veut plutôt rivaliser avec la Chine ou la Russie en Afrique, c'est plutôt sur le Global South pour créer un nouvel ordre mondial multilatéral. Narendra Modi. Sud global, Olivier Dallage, les BRICS sont intégrés, vous l'avez dit tout à l'heure, 6 nouveaux pays, ça a été annoncé. Dans le G20, il y a déjà l'Argentine et l'Arabie Saoudite et on a vu que le sommet de New Delhi invite justement même intérêt pour les mêmes pays. C'est un peu une course aux alliances entre en tout cas entre les deux sommets, on va dire, parce que c'est pas une institution, les BRICS. Oui, c'est pour ça que j'employais l'expression de théorie des ensembles, c'est-à-dire que l'Inde appartient à tous ces ensembles et certains de ces pays appartiennent déjà à plusieurs d'entre eux. Vous parliez tout à l'heure de rivalité entre la Chine et le G20, mais la Chine fait partie du G20. Enfin, la Chine et les États-Unis surtout. Et les États-Unis aussi. Qui ont changé. Et l'Union européenne, c'est pour ça qu'il est question d'inviter l'Union africaine. Et donc, il y a à la fois une dimension bilatérale, c'est-à-dire que l'Inde tisse sa toile, elle a de très bons rapports avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, mais aussi avec l'Iran, par exemple.
mais en même temps, elle veut élargir et se présenter comme le leader de ce Sud global dont parlait Alban Alvarez il y a quelques instants. Et depuis 2015 environ, le discours de la diplomatie indienne, c'est de faire de l'Inde le Vishwaguru, c'est-à-dire l'enseignant, je dirais pas le maître parce que ça a un autre sens du monde. C'est-à-dire que l'Inde doit guider le monde. Et toute l'année 2023 a été marquée par cette thématique. Il y a des portraits de Modi absolument partout, sur toutes les rues des grandes villes indiennes, avec des slogans liés à ce sommet, qui est un sommet de prestige. Donc pour Narendra Modi et l'Inde, ce sommet de la semaine prochaine est vraiment quelque chose d'essentiel en termes de prestige. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà du prestige, le fait même que les BRICS existent aujourd'hui, est-ce que ça pousse vraiment à une multipolarité? Est-ce que ça change quelque chose dans les discours des grandes puissances et dans leurs actions en tout cas? Ça les oblige à prendre en compte le fait que les pays dits du Sud ont peut-être pas suffisamment été associés à la réflexion globale. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu de grands changements dans la diplomatie occidentale, sinon des gestes assez superficiels en direction de ces pays. Le récent sommet des BRICS, certes, montre l'attrait des BRICS, puisqu'il y a une vingtaine de pays qui sont candidats. Oui. D'un autre côté, l'hétérogénéité de cette organisation, où ça tire un petit peu dans tous les sens, ne donne pas le sentiment que ça va changer immédiatement grand-chose à l'ordre global. Oui, parce que même en termes d'intérêt et de discours, ils ne sont pas toujours tous d'accord eux-mêmes au sein des BRICS. Non, ils sont même quelquefois en confrontation. On parlait de l'Inde et de la Chine qui sont même en rivalité militaire dans l'Himalaya, mais si vous prenez les nouveaux venus, il y a d'un côté l'Iran et de l'autre côté l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, il y a l'Égypte et l'Éthiopie qui ont également de nombreux désaccords. Donc, encore une fois, ce n'est pas un ensemble homogène. Oui, il y a un polycentrisme de la politique internationale, mais qui fonctionne à l'intérieur même des BRICS. Alban, Vladimir Poutine sera donc absent, je le disais tout à l'heure. C'est son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, qui va le représenter à New Delhi. Mais le Premier ministre Modi a confirmé l'information de l'absence dans un communiqué de presse, tout en remerciant le président russe pour le soutien constant de son pays à toutes les initiatives menées sous la présidence indienne du G20. C'est un petit clin d'œil, justement, pour ce G20 qui isole Vladimir Poutine? Absolument, en fait, c'est certain que la présence de Vladimir Poutine à New Delhi aurait été un événement de taille, mais le chef du Kremlin préfère ne pas se rendre au sommet. Ça avait déjà été le cas l'an dernier lors du G20 à Bali en Indonésie. Il faut rappeler que l'Inde et la Russie entretiennent des relations diplomatiques historiques. Il faut aussi rappeler que New Delhi n'a jamais voté de sanctions contre Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine, une invasion que New Delhi n'a jamais condamnée aux grandes dames des pays occidentaux. En même temps, Narendra Modi s'est engagé auprès du président ukrainien Zelensky à l'idée de défendre la paix, en fait, de faire tout son possible pour ramener la paix. Il avait même dit lors d'un sommet en Asie centrale à Vladimir Poutine que le temps n'était pas à la guerre. Et ça, c'était il y a quelques mois de cela. Et nul doute que le conflit en Ukraine sera au final très présent dans les discussions de ce sommet, même si New Delhi a clairement dit que ce conflit n'était pas la priorité du G20. D'ailleurs, l'Inde n'a pas invité l'Ukraine. C'est vraiment l'une des craintes des diplomates indiens, que ce sommet soit un échec, que le conflit en Ukraine éclipse tous les autres sujets et qu'aucun communiqué commun ne voit le jour. Et désormais, il y a aussi un autre invité de poids, en fait, qui risque de faire faux bon, c'est Xi Jinping, le président chinois. La Chine, grand rival de l'Inde, avec lequel New Delhi entretient des relations tendues, notamment sur les frontières. Merci beaucoup, Alban Alvarez, pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous depuis New Delhi. Olivier Dallage, merci à vous aussi, chercheur associé à l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous.